Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre magazine. Nous recevons sur le plateau le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue au magazine. Bonjour. L'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat sont les grandes préoccupations du gouvernement de la République du Tchad. Des grands investissements sont faits dans ce domaine. Monsieur le ministre, quel est l'état de lieu pour ce qui est de l'aménagement du territoire dans votre état? Bonjour, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger un peu sur les différents secteurs d'activité qui sont les nôtres au sein du MATU. En ce qui concerne votre question et notamment pour ce qui est de l'aménagement du territoire, aujourd'hui le secteur qui, de par la nature donc de ce que recouvre cette notion, est moins visible. Il convient aussi de reconnaître que depuis l'existence de notre pays, depuis les indépendances, notre pays n'a jamais connu de véritable schéma d'aménagement du territoire, ce qui fait que ce secteur reste encore aujourd'hui un peu limité. Néanmoins, l'État a engagé depuis quelques années une réflexion en vue de doter notre pays d'un schéma national d'aménagement du territoire sur la période 2014-2035. C'est ce schéma national qui est issu de la réflexion entre tous les secteurs ministériels, étant donné que les cadres des différents départements ministériels se sont associés au nôtre, pour pouvoir décliner à travers un document de référence ce qui doit être réalisé sur la période 2014-2035 pour permettre à l'État donc de se développer, au pays de pouvoir disposer des infrastructures qui soient étalées de manière uniforme en tenant compte des établissements humains, en tenant compte de la géographie, en tenant compte de l'environnement et en tenant compte d'un certain nombre de considérations pour pouvoir justement avoir un développement harmonieux et durable sur toute l'étendue du territoire. Monsieur le ministre, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat sont des secteurs qui sont intimement liés. Les deux secteurs, surtout l'aménagement et l'urbanisme, l'on a de la peine à percevoir la mise en œuvre des différents schémas directeurs des villes tchadiennes, comme vous l'avez dit. Vous, en tant que chef de département, à partir de la réflexion que vous menez, comment entendez-vous faire pour que les infrastructures, aussi bien pour les individus que pour l'administration, se fassent de manière harmonisée? Comme vous le signalez vous-même, effectivement, l'aménagement du territoire et l'urbanisme sont très liés. D'abord, tout ce qui se rapporte à l'aménagement du territoire a une portée plus générale et beaucoup plus large. Et ensuite, donc, c'est une question de vision d'échelle. Maintenant, en ce qui concerne les questions d'urbanisme, effectivement, il concerne donc le développement harmonieux donc, des établissements humains pour faire profiter donc, à nos populations d'un certain nombre d'infrastructures sur les sites où ils sont installés. Je dirais qu'au niveau de nos principales villes, aujourd'hui, il y a eu quand même une réflexion qui a été faite. Cela se manifeste à travers un certain nombre d'infrastructures qui existent dans la plupart de nos grandes villes du pays, que ce soit les quartiers où nous constatons qu'il y a des tracés importants, que ce soit les différentes infrastructures au nombre desquelles les écoles, les hôpitaux ou un certain nombre d'autres infrastructures qui existent. Cela ressort, si vous voulez, donc de plans d'urbanisme qui existent bien. Il est vrai néanmoins que les besoins sont énormes. Et je pense que, de par le monde, il est difficile de dire qu'il y ait une ville qui arrive à couvrir la totalité des besoins de ces populations. Au niveau du Tchad, il faut reconnaître aussi que les différents plans d'urbanisme sont des plans qui sont très anciens. Les plus anciens remontent justement au lendemain des indépendances en 1962. Il y a eu une seconde vague de plans d'urbanisme et de réformes qui ont été engagés à partir des années 1974. Et nous sommes aujourd'hui donc en train de revoir les plans d'urbanisme d'un certain nombre de villes avec les schémas directeurs conséquents qui nous permettraient justement de faire au mieux pour satisfaire les besoins de nos populations là où elles sont implantées. De la réflexion dont vous avez fait mention dans votre exposé, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut être assuré que la population s'installe, le gouvernement ne viendra plus déguerpir, parce que là aussi, quelquefois, pour construire des infrastructures assez importantes pour l'administration, on est obligé de déplacer quelquefois la population pour ça. Est-ce que de cette réflexion dont vous avez fait allusion, on ne parlera plus de déguerpissement avant d'installer une administration quelconque? Il faut reconnaître que le déguerpissement est une opération prévue par la loi. Et lorsqu'il y a déguerpissement, c'est qu'en général,
les personnes qui sont installées se sont installées soit de manière anarchique ou de manière à ne pas respecter un certain nombre de dispositions légales en vigueur. Dire qu'il n'y aura plus de déguerpissement, c'est notre vœu. Mais tout cela dépend aussi du civisme et de la discipline de nos populations. Parce qu'à chaque fois que nous faisons des déguerpissements, c'est en général pas avec gaieté de cœur, mais c'est tout simplement parce que nous constatons que sur le terrain, les personnes se sont soit installées de mauvaise foi, soit s'accaparent d'une manière anarchique des terres qui appartiennent à l'État. Et dans ce cadre-là, vous conviendrez avec moi que justement, il est important de faire respecter l'autorité de l'État et de pouvoir justement récupérer ces terrains, récupérer ces terres pour qu'elles soient utilisées conformément à nos plans d'urbanisme qui sont adoptés. Qu'est-ce qui peut expliquer la mise en place anarchique de la population avant que les services d'urbanisme viennent faire ce travail? Il faut dire qu'il y a plusieurs facteurs. En général, nos services, lorsqu'ils partent sur le terrain pour faire des lotissements, procèdent pour la plupart du temps à des lotissements. Et lorsqu'ils font des lotissements, il se peut que des populations se soient installées sur ces terres-là depuis très longtemps. Cela est possible. Mais en général, ces personnes qui sont supposées être de bonne foi et implantées là depuis plusieurs années, plusieurs décennies des fois, sont des personnes que nous prenons en compte lorsque nous faisons nos restructurations. En revanche, il y a d'autres cas. C'est les cas de personnes que nous supposons être de mauvaise foi. Ce sont des personnes qui attendent que nos techniciens viennent sur le terrain, commencent à faire les lotissements. Et que ces personnes-là, souvent nuitamment d'ailleurs, viennent pour construire des petites cabanes, des petites bicoques qui ensuite revendiquent l'appartenance de ces terrains-là. C'est là où justement l'État est bien obligé de prendre des mesures souvent énergiques du genre de déguerpissement pour justement rétablir les lotissements qui ont été faits. Monsieur le ministre, la démographie est-elle un facteur qui influe sur l'installation anarchique de la population? C'est possible, mais pas seulement. Pas seulement parce que dans la plupart du temps, il convient de reconnaître, je vous l'ai dit, qu'il y a des personnes de mauvaise foi. Et ce sont des personnes qui attendent que nos services passent, qui attendent que l'État ait commencé à faire des implantations, parfois même de borner certains terrains, et qui viennent sur ces terrains-là en faisant croire que ces terrains leur appartenaient. Aujourd'hui, monsieur le ministre, les Boulamans tentent de remplacer l'État en vendant la terre alors que la terre appartient à l'État. Est-ce que ce n'est pas ce qui cause des difficultés entre le gouvernement et les usagers? Il convient de reconnaître que l'une des difficultés principales vient justement du fait que les populations continuent à faire confiance à ces Boulamans-là en tant qu'intermédiaires dans l'acquisition des terres. Mais je tiens à réaffirmer avec la plus grande énergie que les Boulamans ne sont pas des acteurs liés au foncier. L'État est propriétaire des terrains. Il est vrai que certaines acquisitions peuvent se faire à travers des Boulamans, nous n'en disconvenons pas. Mais il faut aussi que les populations comprennent bien que les Boulamans ne peuvent pas leur délivrer des documents authentiques, ne peuvent pas régulariser des terrains. Donc c'est à nous de veiller à ce que lorsque nous achetons des terrains, que nous nous assurions d'un certain nombre de garanties pour éviter d'être désagréablement surpris le moment venu. Aujourd'hui, la force des Boulamans vient de ceux qui continuent à acheter des terrains chez eux, avec tous les risques que cela suppose. Donc c'est encore un avertissement que je lance pour que les gens se rapprochent de nos services, que ce soit dans la capitale, que ce soit au niveau donc, des différentes régions du pays. Nous avons des délégations régionales. Il y a des services de l'État qui sont un peu implantés partout, de veiller à ce que lorsque des acquisitions sont faites, qu'un minimum de vérification soit également faite pour éviter de désagréables surprises. Dans ce cas, monsieur le ministre, comment se fait le travail de la commission d'attribution du terrain? Comment un Tchadien, un citoyen peut avoir accès à un terrain? La loi le dit, tout Tchadien a droit à avoir un terrain. C'est une loi qui date de 1967, mais qui est très claire là-dessus. Il suffit d'en faire la demande. La commission d'attribution des terrains est une instance qui est prévue donc dans la loi et qui est dirigée au niveau de nos services par notre secrétaire général. Cette commission se réunit périodiquement pour pouvoir examiner les différentes demandes qui lui sont transmises et de pouvoir voir justement le nombre de parcelles disponibles par rapport aux demandes qui ont été reçues. Donc lorsque cette commission se réunit, en général, c'est qu'il y a eu des lotissements qui ont été faits en amont et les attributions se font donc conformément au nombre de terrains disponibles. La commission examine également un certain nombre de questions. C'est le cas des transferts. Je vous expliquais tout à l'heure que
il se peut qu'il y ait des personnes de bonne foi qui se soient installées sur certains lotissements. La commission examine leur cas et voit dans certaines conditions, est-ce qu'on peut les maintenir sur les espaces qu'ils occupent ou est-ce qu'il faut, parce qu'ils sont de bonne foi, les transférer sur d'autres sites où ils pourront bénéficier d'une attribution régulière et donc éviter d'avoir des problèmes. Monsieur le ministre, pour éviter les tracasseries liées à la régularisation des titres fonciers, vous avez mis sur pied le guichet unique. Ce service a-t-il d'impact positif dans l'acquisition des documents des titres fonciers? Tout à fait. Nous nous réjouissons que cet outil qui a été mis en place depuis l'année 2013 commence véritablement à porter ses fruits. Le guichet unique est aujourd'hui la principale porte d'entrée donc pour toutes les régularisations de terrain. C'est un outil qui nous permet de sécuriser les documents fonciers de façon générale, parce qu'il n'y a pas que les titres fonciers. Avant d'arriver à la phase des titres fonciers, il y a ce que nous appelons communément l'arrêté de cession de gré à gré, pour lequel aujourd'hui c'est un processus qui est totalement dématérialisé. Les signatures se font électroniquement, après avoir pris le soin donc de vérifier un certain nombre de documents. Donc, le guichet unique aide principalement l'État à pouvoir suivre également les différentes procédures d'attribution et surtout donc de régularisation des terrains. Ça nous permet, c'est un outil qui nous permet aujourd'hui de savoir avec une certaine exactitude combien de dossiers sont dans le pipe, où est-ce qu'il y a des blocages, où est-ce qu'ils se trouvent avant que le ministre lui-même ne puisse apposer sa signature de façon électronique sur le document qui accorde donc la propriété, le premier document qui accorde la propriété, qui est l'arrêté de cession de gré à gré. Les usagers se plaignent des tracasseries, monsieur le ministre. Est-ce que le service fonctionne difficilement ou bien quelles sont les étapes à avoir? Quel est le problème exactement quand on parle de tracasseries? Est-ce qu'ils ne connaissent pas? C'est la méconnaissance du guichet unique? Où est le problème? Il y a certainement une méconnaissance. Il y a eu certainement aussi à un moment donné, j'en conviens avec vous, quelques tracasseries qui étaient peut-être liées tout simplement à une certaine résistance au changement. Parce que comme vous le savez, il est parfois difficile d'imposer des innovations. Et étant donné qu'aujourd'hui, à travers le guichet unique, toutes les demandes transitent, cela met en retrait, je dirais, les autres services qui sont concernés, notamment les services du cadastre et les services du domaine. Ces tracasseries peuvent être liées à cela, mais il faut aussi reconnaître que le guichet unique ne traite pas seul tous ces documents-là. Il y a toute une procédure qui fait transiter les documents, aussi bien à l'intérieur du ministère. Je vous ai parlé à l'instant donc des services du cadastre. Il y a les services de la voirie qui sont également concernés, parce que là, il y a également une procédure d'affichage qui est prévue par la loi, et au terme duquel, lorsqu'il n'y a pas de contestation, les documents repartent pour être validés au niveau des domaines et avant que l'arrêté de cession ne puisse être signé. C'est un délai qui est parfois assez long, j'en conviens. Assez long, non pas parce que nos services sont forcément fautifs, assez long parce que parfois il y a tout simplement un manque dans un dossier quelconque. Je vous prends un cas tout simple. Il peut s'avérer que, par exemple, pour un timbre, le dossier soit bloqué au niveau d'un service et qu'on attende parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que le dossier ne puisse être remis dans le circuit après que l'usager soit venu payer le timbre en question. Donc ce sont des tracasseries, ce sont surtout des retards, des longs délais pour lesquels nous essayons de corriger au maximum un certain nombre de choses. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut un peu évaluer le guichet unique? Beaucoup de Tchadiens viennent sécuriser les documents des fonciers. Beaucoup de Tchadiens viennent sécuriser leurs titres fonciers parce que la question des terres, la question de la propriété foncière, c'est quelque chose qui tient à cœur aussi bien le Tchadien, mais également tout le monde. Je pense que dans le monde entier, vous savez la valeur qu'ont les terrains. C'est une valeur marchande, c'est une valeur qui permet donc de financer un certain nombre d'activités, notamment la construction. Aujourd'hui, les Tchadiens, effectivement, ont compris qu'il était important pour eux de sécuriser leur terrain. Et il y a une certaine affluence qui est constatée au niveau du guichet unique. Il est vrai qu'au moment où on lançait le guichet unique des affaires foncières, le Tchad, dans son ensemble, et depuis les années 1917, avait un nombre relativement bas. C'était à peine 4000 titres fonciers qui existaient en 2013. Aujourd'hui, je pense que nous avons au moins doublé ce nombre-là, parce que les gens ont compris quel était leur intérêt de pouvoir disposer
déjà du titre foncier en lui-même, mais surtout de pouvoir disposer du titre foncier sécurisé qui est délivré à travers le guichet unique. Monsieur le ministre, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat, c'est une préoccupation également pour le gouvernement. Comment le Tchadien peut faire pour être bien logé? Est-ce qu'il y a des stratégies, il y a des projets dans le domaine pour permettre aux Tchadiens de bien se loger? Je vous remercie pour cette question parce que, comme vous le savez, cette préoccupation est une préoccupation qui a été de tout temps exprimée par le chef de l'État lui-même. L'un des points sur lesquels il a axé son nouveau mandat, c'est justement de pouvoir construire des logements sociaux pour les Tchadiens. La question de l'habitat est bien accueilli par la population d'ailleurs. nous espérons justement que nous nous battrons convenablement pour pouvoir réaliser cette promesse électorale du chef de l'État. La question de l'habitation, la question du logement est cruciale pour tout être humain. Parce que, comme vous le savez, chacun aspire à avoir son propre logement, son propre toit, tout simplement, où il peut s'abriter lui-même et où il peut abriter sa famille. En ce qui concerne notre département ministériel, et c'est le troisième volet justement de notre activité, l'habitat consiste aujourd'hui à pouvoir concevoir des projets qui permettront aux Tchadiens de pouvoir disposer de logements à, je dirais, à la hauteur de leurs moyens. Nous avons tenté plusieurs expériences avec des promoteurs immobiliers qui se sont révélés malheureusement inefficaces. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser un projet de banque de l'habitat du Tchad, dont la principale vocation sera notamment de pouvoir aider les Tchadiens à faire financer leur propriété, faire financer leur habitat. Donc, ce projet est bien avancé. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, en plus donc de la banque de l'habitat qui verra le jour, qu'il y aura également certains mécanismes institutionnels qui sont prévus à travers la loi, notamment un certain nombre de fonds, le fonds de promotion de l'habitat, le fonds de bonification et d'autres fonds, pour permettre justement aux gens de pouvoir recourir à des financements pour pouvoir payer des logements qui seront construits par des promoteurs immobiliers. Parce qu'aujourd'hui, les Tchadiens font ce que nous appelons de l'autoconstruction. Tout le monde cherche, pour la plupart du temps, à acquérir un terrain. Et ensuite, ce terrain-là est financé par lui-même au fur et à mesure qu'il a des ressources. Ça commence d'abord par un petit mur, ça commence par une porte qu'on achète, on empile des briques, on achète du sable, on achète des graviers. Mais bon, nous souhaitons que, justement, à travers un certain nombre de mécanismes et à travers l'appui surtout de l'État, que l'on puisse justement aider les uns et les autres à pouvoir acquérir des logements décents. Là aussi, monsieur le ministre, les usagers, surtout les Tchadiens d'une manière générale, se plaignent du coût onéreux des matériaux de construction. Et pourtant, il y a eu une première cimenterie qui a été implantée à Baouré, il y a une seconde qui vient d'être lancée. Est-ce que, de ce côté, qu'est-ce qu'il peut faire, comment faire pour que les Tchadiens puissent accéder à des matériaux de construction à prix modéré? C'est une préoccupation essentielle, en plus donc des deux cimenteries que vous avez vous-même évoquées. Je dirais qu'il y a une troisième cimenterie qui est en cours de construction à N'Djamena même. C'est un centre de broyage qui a été confié donc à un groupe marocain qui devrait voir le jour. Mais toutes ces infrastructures-là procèdent donc justement de la volonté de l'État à pouvoir disposer sur place donc des moyens pour pouvoir construire des logements à coût réduit. Cette volonté est traduite aussi quelque part dans les attributions de notre ministère, parce que nous disposons en notre sein une direction qui est chargée de la promotion des matériaux locaux de construction. Parce qu'il va être difficile que nous puissions aujourd'hui, compte tenu de l'enclavement de notre pays, de pouvoir disposer de logements à coût réduit si nous n'arrivons pas à pouvoir promouvoir sur place un certain nombre de matériaux de construction. Il y a le coût du ciment qui reste relativement élevé, il y a le fer à béton qui est importé et dont les coûts sont également énormes, il y a le bois qui entre dans la construction qui est pour la plupart du temps également importé. Ce sont autant de facteurs qui font en sorte que les coûts restent élevés.
cette direction dont je parle, la direction des promotions des matériaux locaux de construction, a pour vocation donc d'étudier à travers donc les différents gisements naturels dont nous disposons au Tchad, dans quelle mesure certains de nos minerais, certaines de nos ressources naturelles puissent être utilisées localement, transformées et entrer dans la construction pour pouvoir minimiser les coûts. Monsieur le ministre, nous revenons un peu sur la banque de l'habitat dont il est question. Qui peut, si jamais la banque arrive à être opérationnelle, qui peut accéder à un crédit au niveau de cette banque? Il faut dire déjà que dans sa conception, la Banque de l'Habitat du Tchad, ce sera une banque à vocation universelle. Ça veut dire que c'est une banque qui va fonctionner comme toutes les autres banques actuelles, même si sa spécialité sera celle de financer l'habitat. Ça voudra donc dire qu'il sera possible pour tous les Tchadiens d'ouvrir un compte dans cette banque-là et de pouvoir disposer de l'ensemble des services bancaires qu'offrent aujourd'hui les autres banques. Maintenant, la seule spécificité résidera dans le fait qu'elle aura une vocation spéciale. Cette vocation sera donc de pouvoir financer l'habitat. Demain, il sera tout à fait possible pour un Tchadien, même s'il n'est pas, logé dans cette banque-là, de pouvoir solliciter un prêt, par exemple, au niveau de sa banque, mais de pouvoir délivrer ce que nous appelons des ordres de virement, par exemple, irrévocables, pour que des virements soient faits automatiquement de son compte actuel vers le compte de la Banque de l'Habitat pour pouvoir solder les prêts qui lui auraient été, par exemple, accordés. Donc, c'est une banque qui va, comme je l'ai déjà dit, avoir donc une vocation universelle. Il sera possible à tout le monde de pouvoir ouvrir son compte, à tout le monde surtout de pouvoir demander des prêts qui peuvent être examinés à travers certains mécanismes qui seront mis en place et ensuite que les remboursements puissent s'y faire. Monsieur le ministre, le Tchad que nous voulons à l'horizon 2030, c'est aussi rendre modernes les villes tchadiennes. Quelle est la dynamique que vous entendez impulser pour que les villes tchadiennes soient des villes modernes à l'horizon 2030? À l'horizon 2030, nous travaillons justement, mais de concert, parce qu'il n'est pas simplement du rôle du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat de travailler seul. Je vous ai parlé en début d'interview tout à l'heure du schéma national d'aménagement du territoire, qui, comme je vous l'ai dit, est pour la période 2014-2035. Vous voyez qu'entre 2035 et 2030, justement, les écarts ne sont pas énormes. C'est justement pour prendre en compte justement cette vision-là. C'est un travail qui se fait en commun avec les autres départements sectoriels et nous intégrons, en tout cas en ce qui nous concerne, les besoins, les aspirations des autres secteurs pour pouvoir les intégrer dans un schéma qui soit plus global et qui permette donc de guider les actions sur le plan de l'urbanisme, les actions en termes de développement, en termes d'infrastructure. Un sujet de préoccupation nationale, mais au niveau de N'Djamena, monsieur le ministre, il y a quelques semaines, vos services sont déployés dans un des quartiers de la capitale pour une question de restructuration qui a créé un peu de problèmes. Qu'en est-il aujourd'hui? La situation est réglée. Bien, il faut dire que cette restructuration à laquelle vous faites allusion est une restructuration qui aurait dû déjà se faire depuis plusieurs mois. Il s'est trouvé que malheureusement, pour certaines raisons, certaines contraintes administratives notamment, que ce travail n'ait pas été fait. Je tiens à préciser une chose, c'est qu'en général, lorsqu'il y a un travail de restructuration de ce genre qui se fait, cela se fait de commun accord avec la commune du site concerné. Ce sont donc des travaux qui impliquent pleinement nos techniciens, mais qui impliquent également les techniciens des communes concernées. Là, dans le cas d'espèce, après une descente qui a été faite, je crois, depuis le mois de juin 2015, il avait été constaté que justement, un lotissement avait été mal fait. Et il avait été convenu depuis cette époque-là de pouvoir retracer des rues parce que justement, on avait constaté qu'il y avait des erreurs. La commune avait sollicité que ce travail puisse se faire. Des contraintes n'ont pas permis à nos techniciens, à la demande de la commune concernée, de pouvoir les réaliser à temps. Et il s'est trouvé que ce travail ne se soit fait que très récemment. Donc c'est une opération tout à fait régulière qui implique les services de notre ministère, d'accord, mais qui se fait en général à la demande des communes concernées. Monsieur le ministre, avant de clore notre entretien, quelles sont les grandes priorités de votre département pour l'année 2016? Beaucoup, je dirais. J'ai évoqué quelques-unes. J'ai évoqué notamment le cas de la Banque de l'Habitat du Tchad, dans laquelle nous fondons beaucoup d'espoir
et je pense que la population tchadienne aussi. Je n'ai pas encore parlé donc, du code domanial et foncier qui est aujourd'hui en cours d'examen encore sur la table des députés, pour lesquels nous espérons que nous pourrons, avant la fin de l'année, justement avoir un nouveau cadre légal et réglementaire, parce que les différentes lois qui régissent le foncier datent toutes de 1967. Vous conviendrez avec moi que de 1967 à 2016, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et que justement la population a évolué, les mentalités ont également beaucoup changé, notre pays a également considérablement changé et cela nécessite que nous puissions avoir des textes qui soient plus adaptés à notre contexte pour pouvoir nous mener vers l'émergence en 2030. Sur le plan des logements, nous espérons aussi pouvoir finaliser une réflexion que nous avons débutée pour voir dans quelle mesure, justement, on peut instituer un nouveau mécanisme d'attribution des terrains où il y aura un peu moins de problèmes et moins de contentieux à gérer. Nous souhaitons que dans nos projets, que nous ayons également des opérateurs économiques tchadiens qui nous accompagnent, qu'il y ait des promoteurs immobiliers notamment, des sociétés de promotion immobilière qui se créent, organisées par des professionnels du domaine pour pouvoir accompagner et aider l'État à réaliser des projets de logement, que ce soit des logements sociaux, mais aussi des logements économiques ou des logements de haut standing pour ceux qui le peuvent. Ce sont là les quelques priorités. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à nos programmes. Vous venez là de suivre le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est dans votre magazine Éclairage. Le ministre vous a éclairé amplement sur l'aménagement du territoire, sur l'urbanisme, sur l'habitat. Une fois de plus, merci pour votre fidélité. Nous vous retrouvons très prochainement pour un